Les événements se déroulent dans un terrain vague. Un chevalier trapu, dont l'armure et l'épée sont tachées de sang, tient une morte par les cheveux. Cette femme est la sorcière Owen. Après sa mort, la famille Leta doit cesser d'exister. Mais, soudain, une fille aux cheveux roux apparaît, la fille d'Owen. Elle tient une épée à la main alors qu'elle se prépare à défendre sa mère contre ses ennemis. Mais il n'y a personne à protéger. La jeune fille voit Owen mort et, sous le choc, libère l'arme de ses mains. Pendant ce temps, le chevalier lâche les cheveux de la femme et celle-ci tombe à terre. La jeune fille, dont les yeux verts sont grands ouverts, appelle sa mère et tente de courir vers elle. Cependant, la fille d'Owen n'y parvient pas. Les chevaliers lui lancent 4 lances. De cette façon, les tueurs de sorcières font comprendre à la jeune fille que toute démarche imprudente, et elle s'allongera à côté de sa mère. L'un des chevaliers demande à son frère « Que faire d'elle? Tuer maintenant !» L'ami lui dit que c'est la fille d'Owen et qu'elle n'a pas l'air très attirante. Une grande idée vient à l'esprit de l'homme. Offrir la jeune fille au prince héritier comme trophée. Les autres chevaliers, riant aux éclats, sont d'accord avec leur frère. La fille Owen serre les mâchoires en signe de haine envers les assassins de sa mère. Le clan auquel appartient la jeune fille a été détruit. Et Owen, le dernier espoir de salut de la famille Leta, est également mort. La jeune fille serre les doigts, blanc de colère, en un point. Elle est sûre que la tragédie de sa famille est à l'origine du royaume de Blanche, dont les habitants sont aveuglés par la colère et l'avidité. Les premiers membres de la famille de la fille d'Owen étaient les nomades. Un petit peuple apparut sur le plateau d'Aleta. C'est probablement à cause de ce plateau que le clan tire son nom. Les représentants de cette famille avaient les cheveux foncés et la peau foncée. Il y avait même des rumeurs parmi la population selon lesquelles les gens d'Alet se trouvaient à l'autre bout du monde. Les représentants de la famille Alet n'étaient pas très appréciés. On les appelait la famille du diable, la racine des crimes, les serviteurs du mal. Mais c'est Comer. Ces gens stupides qui cherchaient à afficher leur supériorité sur les autres, exposant toute la société à l'ostracisme, ne sont pas restés impunis. Le clan Leta les a marqués. Lors de l'invasion du royaume de Blanche, la plupart des membres du clan furent tués. Ceux qui réussirent à s'échapper durent donc quitter leur terre natale. 300 ans se sont écoulés depuis ce moment. Beaucoup de choses ont changé pendant cette période. Le genre s'appelait Leta. La peau et les cheveux des membres du clan changeaient progressivement de couleur. Les nomades alétains parcouraient tout le pays et organisaient divers spectacles. Ainsi, ils gagnaient leur pain. Le souvenir de leur destin tragique commença peu à peu à s'estomper. L'État avait toutes les chances de devenir une culture à part entière. Mais cela fut empêché par la guerre civile dans le royaume de Blanche, qui fit de ce clan un ennemi du peuple. La nuit, la terre est éclairée par la pleine lune. Les lumières sont allumées dans le luxueux palais de marbre du prince héritier. Le prince lui-même, un homme aux larges épaules, aux cheveux noirs et aux yeux jaunes, nommé Waldo Saint-Blanche, se trouve dans l'une des pièces. Il tient un verre de vin rouge à la main et regarde avec mépris la jeune fille qu'on lui a amenée. Le prince demande à sa fille Owen quel est son nom. La jeune fille, allongée sur le sol, tremble soit de peur, soit de froid et répond « Martina ». Le prince s'approche de Martina et lui touche le menton avec ses doigts. Il regarde directement dans les yeux de la jeune fille effrayée et dit avec un ricanement évident dans la voix que ce nom est parfait pour un sang sale. Le jeune homme ajoute également que Martina sera un bon divertissement pour la soirée. Il est clair que le prince veut simplement utiliser la fille et ensuite s'occuper d'elle, comme il le fait avec tous les membres du clan Leta. L'homme attrape brutalement la main de Martina et entraîne la rousse derrière lui. Waldo Saint-Blanche a conçu un plan pour une situation gagnant-gagnant en éliminant les demi-frères en compétition pour l'héritier. Il a l'intention de détruire les deux camps en utilisant l'État, qui l'agace depuis longtemps. Le prince jette la jeune fille affaiblie sur un lit luxueux. Il dit alors à Martina qu'il ne sert à rien de donner son vrai nom. Les gens ont peur et repoussent ce qui est différent d'eux-mêmes. Blanche se jette sur la jeune fille, qui a fermé les yeux de dégoût, et murmure à l'oreille de Martina qu'il va juste l'utiliser correctement. La tragédie de la tribu survenue il y a 300 ans était sur le point de se reproduire. La seule chose qui distingue la nouvelle tragédie de l'ancienne est une plus grande cruauté. Les événements qui ont eu lieu il y a quelque temps dans le palais royal sont présentés. Le roi dit que le premier prince a réussi à empêcher la fuite du jeune prince, qui s'était rebellé et était de mèche avec le clan des sorcières. Pour cet acte courageux, le monarque veut transférer le droit au trône de Waldo au premier prince. Après ces paroles, le roi met la couronne sur la tête de son fils aîné.
Toutes les personnes rassemblées dans le palais saluent le nouveau monarque, qui sourit d'un air suffisant et boit du vin. Les sujets du monarque lui souhaitent gloire et prospérité éternelle. Mais tout le monde ne se porte pas aussi bien lors de la célébration de cet événement. Le frère cadet du premier prince est assis dans une prison humide et froide, éclairée uniquement par une seule torche. Le garçon, vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon gris, s'appelle Théodore Saint-Blanche. L'accession au trône du prince héritier ne signifie qu'une chose pour ce jeune homme: la mort. Théodore plisse les yeux bleus et se souvient de la façon dont il a été mis en prison. Lors du banquet, un homme ordonne l'arrestation immédiate du prince. Les domestiques se précipitent à la même seconde pour exécuter la commande. Théodore tente de se libérer des mains des hommes, mais il est tenu trop fort. Le jeune prince, la voix pleine de colère, demande ce qui se passe. Le blond, qui disait arrêter un membre de la famille royale, répond calmement. Les nomades de l'État ont admis que le prince avait tenté de se rebeller avec l'aide du pouvoir de la sorcière. Théodore, la sueur coulant sur son visage, crie que ces mots semblent même drôles et que lui, le plus jeune prince, a simplement été piégé. L'homme, dont la voix reste indifféremment calme, dit qu'il ne peut rien faire car c'est l'ordre du roi. Théodore sort de ses souvenirs et frappe du poing le mur de la prison. Le prince est tout simplement fou de rage. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi cela s'est produit, car il n'avait pas l'intention de devenir roi, même dans ses pensées. De plus, tous les princes du royaume de Blanche considéraient Waldo comme leur propre frère, même si ce n'était pas vrai. De quelle sorte de trahison pourrait-on parler? Soudain, des pas se font entendre dans le couloir. Le prince est immédiatement alerte et lève la tête pour voir qui lui a rendu visite. Le jeune homme pensait que ses bourreaux étaient revenus, mais à sa grande surprise, il aperçoit derrière les barreaux une fille en imperméable. La jeune fille enlève la capuche de sa tête. Son visage est désormais visible. Des cheveux roux, un menton pointu et des yeux verts froids. La jeune fille regarde Théodore dans les yeux et se tourne vers lui. Elle dit au prince qu'elle lui sauvera la vie s'il lui prête son pouvoir. Théodore regarde les cheveux roux de Martina et se rend compte que la fille vient de la famille de l'État. Le garçon dit à la petite sorcière qu'il n'a plus le pouvoir et la force pour lesquels elle est venue. La disgrâce du clan l'État est injustement tombée sur les épaules de Théodore, et il est désormais obligé d'attendre sa mort. Mais il semble que ce ne soit pas un problème pour Martina. Elle dit d'une manière décisive et forte « Je tuerai le roi ». Le jeune homme ouvre de grands yeux de surprise et demande à la jeune fille ce qu'elle va faire. Il ne croit pas que la petite sorcière oserait faire une chose pareille. Martina serre les doigts et dit qu'elle est la dernière fille de l'État, l'épée de la vengeance, et elle est prête à tout pour raviver l'honneur de sa famille. La jeune fille lève les sourcils et dit à Théodore qu'il doit rembourser sa honte en l'utilisant comme une arme. Le prince regarde la jeune fille abasourdie et accepte silencieusement. Cet arrangement marqua le début d'une relation qui dura des centaines d'années. Quelques jours plus tard, le dernier jour du banquet festif en l'honneur de l'accession au trône du nouveau roi. Les gens boivent du vin, s'amusent et chuchotent. Ils sont très amusés par Martina, allongée au milieu de la salle. La jeune fille a été amenée ici pour divertir le nouveau monarque et son honneur. Le roi, avec un sourire méchant, s'adresse à la jeune fille par son nom et lui lance une épée, comme un os à un chien. Waldo ordonne à la jeune fille d'exécuter la danse de l'épée dont son clan était si fier. Le monarque estime que la dernière soirée festive devrait être agrémentée d'un tel spectacle. Martina commence à ramper vers l'épée. Elle se penche vers l'arme, sur le point de commencer la danse. Les gens se chuchotent. Quelqu'un reconnaîtra l'épée avec laquelle la jeune fille jouera comme l'épée de la sorcière Owen. Quelqu'un pense généralement que c'est trop de mettre en scène un spectacle avec le symbole du clan détruit. Waldo est très content de cette vue. Le jeune homme est une fois de plus convaincu que même une bête sauvage, qui ne peut être apprivoisée, obéira à quiconque avant la peur de la mort. La jeune fille tremble, mais prend l'épée dans ses mains et se lève, malgré les rires du public sans cœur et cruel. Des aristocrates jeunes et adultes. Martina regarde l'arme et y voit le reflet de ses yeux. Cette épée rappelle à la jeune fille la tragédie de sa famille et lui donne confiance. La rousse commence la danse. La jeune fille brandit son épée et avance 2 doigts. En même temps, le visage de Martina reste impassible. Des pensées de vengeance pour le clan l'État remplissèrent la tête de la rousse. Martina danse très bien. Ces mouvements sont remplis de majesté et de mystère. Les invités qui se moquaient de la jeune fille il y a un instant ne peuvent plus la quitter des yeux. Le roi est également surpris par l'habileté de Martina. Cependant, pour lui, cette danse reste encore un spectacle dont on peut rire. Waldo porte la main à sa bouche et se met à rire.
La jeune fille le remarque et cligne avec colère de ses yeux verts. Martina est dégoûtée par une telle réaction, mais elle essaie de ne pas prêter attention au monarque. Soudain, ce à quoi personne ne s'attendait arrive. Martina poignarde avec son épée l'un des gardes du roi. L'homme n'a pas le temps de dire quoi que ce soit et tombe mort sur le sol froid. Le roi, qui n'a plus envie de rire, saute du trône. Les invités commencent à paniquer. Ils ont peur que Martina, déséquilibrée, ne les attaque à son tour. Les gens essaient de se frayer un chemin jusqu'à la porte et de quitter le palais le plus rapidement possible. Waldo rassemble ses pensées et crie avec colère. « Tuez cette créature immédiatement !» Des serviteurs non moins effrayés courent exécuter l'ordre du monarque. Mais ils n'ont pas le temps. La porte de la salle s'ouvre, entre une personne dont l'apparence effraie toutes les personnes présentes au banquet. L'invité non invité est le prince Théodore. Maintenant, il ne ressemble plus à un prisonnier. Le prince est vêtu d'un costume royal. À côté de Théodore se trouvent ses partisans, prêts à donner leur vie pour leur jeune homme, si nécessaire. Théodore sourit sournoisement et demande aux invités s'ils aiment le festin. Le prince est satisfait de la réaction du public. Les aristocrates, qui il y a quelques instants s'amusaient et buvaient du vin, ne peuvent plus prononcer un mot par peur. L'homme qui a précédemment emprisonné Théodore est également du côté du prince rebelle. Il se penche vers le jeune homme et lui demande « Votre Majesté, devons-nous faire venir les soldats maintenant ?» Le prince ne répond rien et regarde quelque part sur le côté. Le blond ne comprend pas ce qui intéressait tant le prince. Il dirige son regard vers le centre de la salle et écarquille les yeux sous le choc. Martina fut la raison de la surprise du prince et de son assistante. La petite sorcière, tenant 2 épées à la main, combat immédiatement 3 hommes robustes, les serviteurs de Waldo. Théodore se souvient du moment où il a conclu un marché avec la jeune fille. La prisonnière, une femme rousse à la voix ferme, l'exhorte à rembourser son humiliation en l'utilisant comme outil de vengeance. Le garçon demande à Martina « Veux-tu te venger de la mort de ta mère ?» Après une seconde, le prince soupire tristement et ajoute qu'il n'a actuellement aucun pouvoir et qu'il ne peut rien y faire. Mais la fille ne se perd pas et dit qu'il n'y a qu'une seule option. Et cette version est la danse traditionnelle de l'épée du clan Leta. Cette danse unique n'est pas seulement un divertissement pour les gens. La lame de l'épée est forgée pour tuer les ennemis. La rousse est sûre qu'il y a encore des gens sur Terre prêts à aider le prince Théodore. La jeune fille demande au jeune homme de persuader le roi de lui permettre d'exécuter une danse de l'épée lors du banquet. Le prince est quelque peu confus, mais comprend qu'il n'a pas d'autre issue. Il accepte la proposition de Martina et promet d'en faire une vassale après qu'elle ait commis un massacre sanglant lors du dernier dîner de la célébration. Théodore revient à la réalité. Le garçon regarde la lutte de Martina avec les partisans du nouveau roi et pense que, très probablement, la petite sorcière ne pourra pas survivre dans cette confrontation inégale. Le prince tourne brusquement les talons et ordonne à ses sujets « Fermez les portes et assurez-vous que personne ne puisse quitter la salle de banquet. » Les domestiques ferment immédiatement les portes massives de la salle, enfermant la foule effrayée à l'intérieur. Les invités sont désespérés. Ils ne savent pas comment échapper à l'épée punitive de Martina et ne pas tomber sous la main chaude du prince libéré. C'est pourquoi ils commencent à crier à Théodore, l'appelant « Votre Altesse » et implorant de leur sauver la vie. Mais le prince a déjà quitté la reine sanglante et ignore ses cris. Le vieil homme réfléchit à quoi faire de la fille. Bien sûr, il se sentait désolé pour la rousse, mais si cela arrivait, il serait obligé de la quitter. Théodore envisage d'annoncer l'affaire sous le titre « Les dernières atrocités de la sorcière ». Le prince est bien conscient que, même si Waldo doit mourir, il ne peut pas devenir un criminel dans cette histoire. Cela pourrait faire honte à la famille royale, ce qui ne peut en aucun cas être autorisé. Mais jusqu'à présent, le prince ne peut rien faire. Le jeune homme s'appuie contre le mur, croise les bras sur sa poitrine et regarde pensivement quelque part sur le côté, attendant la fin du désordre sanglant dans lequel il est impliqué. 2 heures se sont écoulées. Les cris venant de la salle de banquet se sont arrêtés. Théodore en est troublé. Il touche la porte avec sa paume et demande au sujet « Pourquoi est-ce si calme là-bas » Théodore est surpris par le silence qui règne dans la salle depuis quelque temps. Le partisan du prince, bien qu'un peu inquiet lui-même, tente de calmer le jeune homme. Selon lui, il est trop tôt pour tirer des conclusions, car peu de temps s'est écoulé. Le prince ne comprend pas ce qui s'est passé là-bas. En effet, il est trop tôt pour une accalmie, 1 ou 2 personnes sont encore en vie. Mais Théodore décide de prendre un risque et de vérifier ce qui se passe dans la salle. Soudain, quelqu'un pousse la porte si fort de l'intérieur que les serviteurs du prince, qui s'apprêtaient à exécuter l'ordre du serviteur,
tombent à terre. Martina sort dans le couloir. La fille a l'air très fatiguée. Sa jupe est presque entièrement déchirée et du sang coule de ses jambes. C'est peut-être le sang des partisans de Waldo. Ou bien Martina a été simplement blessée pendant la bataille. Les serviteurs du prince, apercevant la rousse, tentent aussitôt de s'éloigner de la porte. Ils crient d'effroi « Sorcière !» Théodore lui-même est également choqué par l'apparence de la jeune fille, car il pensait vraiment qu'elle ne pourrait pas gagner cette bataille. Cependant, le gars avait tort. La petite sorcière est vivante. La jeune fille, dont le visage est couvert de petites égratignures, regarde Théodore et son entourage, puis se retourne et traverse le couloir, enjambant des dizaines de corps sans vie et ensanglantés. Le prince et ses partisans furent étonnés du spectacle qui se déroulait devant eux. Deux hommes costauds se chuchotent. Ils ne peuvent pas croire ce qu'ils voient. Il y avait environ 200 personnes dans la salle, dont certains étaient des guerriers bien entraînés. Comment une petite fille fragile, même si elle était une sorcière, a-t-elle pu vaincre à elle seule autant d'adversaires? Pendant ce temps, Martina amène les hommes au roi Waldo. Désormais, le jeune homme ne ressemble plus à un redoutable monarque. Ensanglanté, il s'allonge sur le sol et tremble de peur de la mort. Soudain, le jeune homme tombe à genoux et les larmes aux yeux supplient Martin de l'épargner. La jeune fille qui tient l'épée est dégoûtée par une telle demande. Elle ne comprend pas comment ce jeune homme cruel et déshonorant ose demander une chose pareille. La rousse relève fièrement le menton et dit « Tu veux que je t'épargne? C'est vraiment impudique de votre part de demander grâce dans une telle situation. » Waldo, l'épée sous la gorge, appelle son frère, espérant qu'il oubliera tous ses griefs et l'aidera. Le prince et ses partisans regardent cette photo en silence. Le roi recourt à des menaces pour tenter de convaincre Théodore de le sauver. Waldo crie avec colère. « Cette sorcière veut me tuer. Très probablement, elle vous tuera aussi. Tuez cette créature. » Théodore baisse les yeux vers le sol et réfléchit. D'une part, Waldo est un membre de la famille royale, son frère. D'un autre côté, c'est un garçon cruel et avide de pouvoir qui ne ferait guère un bon monarque. De plus, Waldo a failli tuer le jeune prince. Les pensées de Théodora sont interrompues par Martin. La jeune fille se tourne brusquement vers le jeune homme. Puis elle s'incline devant l'homme et lui dit « Mon roi, laisse-moi couper la tête de cet homme. » Théodore est quelque peu surpris par l'adresse « King ». Il n'a jamais pensé qu'il deviendrait l'héritier du trône. Mais maintenant, le garçon n'a plus d'autre issue. Théodore n'est plus un prince, mais un roi, entre les mains duquel seront les destinées de nombreuses personnes. Le jeune homme rassemble ses pensées et autorise l'exécution de Waldo, car il ne peut pas simplement emprisonner son frère, lui enlevant toutes ses forces. Le prince aîné est une personne très perfide et rusée, pour qui la prison ne deviendra pas un obstacle sur le chemin du pouvoir. Waldo est choqué par la réponse du jeune homme. Il comptait sur le bon cœur de Théodore, qui refusa cette fois d'aider son frère. Waldo supplie à nouveau d'être épargné et commence à reculer. Cependant, cela ne le sauve pas. L'épée tranchante de la famille Owen, qui est entre les mains de Martina, décapite le jeune homme. Ainsi se termina l'ère du règne de Waldo, un monarque aveuglé par le pouvoir, qui tenta de tuer ses frères. Théodore devient le nouveau roi. Le jeune homme gagne très vite la faveur des gens. Il prie constamment et demande à Dieu de lui pardonner les péchés qui pèsent sur la conscience de Waldo. De plus, Théodore remercie Martina. Il lui accorde le titre de marquise pour 16 réalisations. Désormais, la jeune fille n'est plus la fille de la sorcière que tout le monde évite, mais la noble marquise Martina Owen de l'État. Le clan Lett est connu comme un peuple malheureux sacrifié au plan insidieux du défunt roi. Martina, la seule représentante vivante du clan, devient célèbre en tant que gardienne de la famille royale. Mais en ce moment, le sang d'innocents ne cesse de couler. Martina, qui a fait beaucoup de bien au royaume, reçoit les surnoms de Red Reaper et de Purple Sword. La réputation de la jeune fille se répand si rapidement à travers le continent qu'elle jette une ombre sur le monarque, au point que le royaume de Blanche est appelé le pays pourpre. 8 ans se sont écoulés depuis. Martina a déjà 25 ans. Elle œuvre pour le bien de Théodore et de tout le royaume. Mais malgré cela, le clan Lett est à nouveau accusé de trahison. Ces rumeurs sont facilitées par le monarque lui-même, fatigué d'être dans l'ombre de son assistant. Martina le sait déjà. La jeune fille est assise dans son bureau et retient à peine une explosion de rage. Elle se reproche d'avoir cru un jour un membre de la famille de Blanche. Théodore l'a simplement trahi ainsi que le clan Letta. Soudain, un jeune homme blond entre dans la pièce. Il voit que la jeune fille est désespérée et lui dit « Madame, malgré la stupide influence du roi,
La plupart des gens sont toujours de votre côté. S'il vous plaît, commencez à travailler avec nous. Il exhorte la rousse à profiter de cette opportunité et à mettre fin au règne de la cruelle et égoïste Blanche. Martina se mord la lèvre et réfléchit aux paroles du jeune homme. En fin de compte, la jeune fille décide de se rebeller contre le traître Théodore. La sorcière commence à se préparer à une véritable guerre civile. Elle dirige la lame de son épée mortelle contre le palais. Même si cette idée semble très dangereuse, pour Martina, il n'y a pratiquement aucun risque. Après tout, une fille peut remplacer des centaines de personnes. De plus, elle est soutenue par une puissante armée royale. Et maintenant vient le jour du jugement. Les portes des chambres royales s'ouvrent en grinçant. Une rousse entre. Elle voit Théodore sur le trône regardant le sol. La jeune fille redresse le dos et dit d'un ton décisif « Théodore, le dernier de la famille Blanche, bon sang. Vous m'avez d'abord donné de l'espoir, puis vous l'avez cruellement enlevé. » Il y a des larmes dans les yeux de Martina. Même si la rousse essaie de ne pas le montrer, elle souffre. Elle ne pose au roi qu'une seule question. « Comment ? Comment as-tu pu me trahir si méchamment ?» Théodore répond indifféremment qu'il n'a rien à dire. Une seconde plus tard, le gars s'excuse froidement auprès de Martina de l'avoir utilisé jusqu'au bout. Après ces mots, la rousse ne pouvait plus se retenir. Des rivières de larmes salées coulent sur ses joues. Dans son cœur, la jeune fille espérait que Théodore dirait qu'il n'y avait pas de trahison, et ce n'étaient que des rumeurs répandues par les ennemis du royaume. Martina, sanglotant doucement, dit qu'elle n'obéira plus aux ordres du roi traître. Désormais, elle n'est plus son amie ou son assistante. Théodore comprend que c'est la fin et décide d'accepter. Le roi soupire bruyamment et dit à Martina qu'elle doit faire ce qu'elle doit faire. Le vieil homme termine sa vie de la même manière que son frère. La sorcière aux cheveux roux, Owen, devient la reine. La population est satisfaite du changement de gouvernement. Beaucoup de gens respectent et félicitent Martina pour ses prouesses militaires, son courage et son souci du peuple. Cependant, certains chercheurs soulèvent une question assez étrange. Pourquoi Feu le roi Théodore a accepté sa mort si facilement et si calmement, comme s'il s'y attendait? Pour cette raison, des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles le roi Théodore aimait énormément Martina de son vivant. Mais tout. Ce discours n'est rien d'autre que des théories et des hypothèses stupides. La lignée de la famille royale blanche, qui avait constamment entraîné des innocents du clan Leta dans leur sale jeu, est complètement détruite. La reine Martina ne permet à personne de polluer le nom de l'État. Les cheveux roux secouent tout le continent et forment le puissant empire Carabella. Le titre d'impératrice de l'État est attaché à son seul vrai nom. Plus tard, le continent s'unit. L'impératrice retourne dans le sud et transfère temporairement toutes les fonctions impériales à son fidèle serviteur Eltio, un garçon qui l'a aidé autrefois à se venger du traître Théodore. De nombreuses années passent. Martina Owen de l'État Carabella est décédée. Du fait que l'impératrice n'avait pas d'enfant, la lignée du clan Leta disparaît complètement de la surface de la Terre. Depuis lors, l'empereur qui reçoit le trône n'a plus le droit de porter le nom de famille Carabella, car il appartenait uniquement à Feu Martina. Les événements se déroulent dans une salle de classe d'une école. L'enseignante, une femme à lunettes aux cheveux bruns coiffée d'un chignon soigné, raconte cette histoire fascinante de l'empire Carabella. Après une seconde, elle termine le cours et regarde ses élèves, des garçons et des filles assez adultes, probablement des lycéens, portant des uniformes scolaires marrons. La classe a été impressionnée par l'histoire de cette femme. Les adolescents restent assis en silence et réfléchissent à tout ce qu'ils ont entendu. Et une fille blonde a même ouvert la bouche de surprise. Mais il semble que cette activité n'intéresse pas tout le monde. Une fille aux longs cheveux roux ondulés, assise au dernier bureau, regarde rêveusement par la fenêtre, attendant la fin des cours ennuyeux. Le professeur le remarque. La femme devient soudain sombre, ajuste les lunettes sur son nez avec son index et, essayant d'attirer l'attention de l'étudiante aux cheveux roux, dit « Miss Astino ». Mais la fille, que toute la classe regarde déjà, continue d'admirer le paysage par la fenêtre. Soit elle ne voit pas le professeur, soit elle l'ignore tout simplement. Une femme commence à être agacée par un comportement aussi audacieux, qui porte atteinte à son autorité. Elle commence à crier fort « Miss Astina !» La jeune fille sourit sournoisement et, après avoir fait une expression innocente sur son visage, répond à son nom. La rousse se tourne vers le professeur et dit « Oui, désormais l'étudiant est mieux vu. Un menton pointu, un nez fin et des yeux verts froids. » Étonnamment, la jeune fille ressemble beaucoup à Feu l'impératrice Martina. L'enseignante pose sa main sur la table avec divers manuels et, avec un sourire malicieux,
dit à la rousse que le cours d'histoire est probablement trop facile pour elle. La femme voit le visage mécontent d'Astina et continue de lire les notes à la jeune fille. Évidemment, vous avez regardé par la fenêtre parce que vous connaissez bien le contenu de notre leçon, droite? Astina regarde le morceau de papier devant elle, dans l'espoir de trouver des informations sur la conférence d'aujourd'hui. Au bout d'une seconde, la jeune fille essaie de répondre à quelque chose au professeur, mais elle n'y parvient pas. L'école dans laquelle se trouve actuellement la rousse est la Pelato Academy. Un grand bâtiment de style classicisme est un lieu où se rassemblent les talents les plus brillants appartenant à la fondation intellectuelle de l'Empire Carabella. Chaque année, les élèves passent des examens pour passer en classe supérieure. Ceux qui n'obtiennent pas le nombre minimum de points requis pour le transfert restent pour la deuxième année. L'enseignant regarde Astina confuse et réfléchit à la façon dont la fille parvient à réussir les examens presque parfaitement. Après tout, le comportement de la fille aux cheveux roux ne peut pas être qualifié de satisfaisant. La fille n'écoute pas du tout les professeurs et se dispute parfois avec eux. Et la femme n'aime pas beaucoup ça. Elle pense qu'Astina ne réussit les examens qu'avec l'aide de sales tours. Le professeur décide d'instruire la rousse en l'humiliant. Elle prend un pointeur dans ses mains et déclare « L'impératrice Martina a aidé le roi Théodore à éliminer tous ses rivaux politiques. Pour cela, elle a transféré une partie importante des territoires du continent à la famille royale. » La femme demande à Astina de dire combien de maisons nobles ont été détruites à cette époque. Les camarades de classe de la jeune fille commencent à chuchoter avec enthousiasme. Ils sont surpris que le professeur ait demandé à la fille quelque chose qui ne figure pas dans les manuels. Tous les élèves regardent la rousse, attendant qu'elle dise cela. Mais Astina se comporte très calmement. Elle regarde sa main et fait des mouvements incompréhensibles avec ses doigts. Au bout d'une seconde, la jeune fille répond « 12 ». Le professeur, qui ne s'attendait en aucun cas à une réponse correcte de cette fille vantarde, commence à se mettre en colère. Les yeux de la femme brûlent de colère. Satisfaite d'avoir réussi à ennuyer l'enseignant agaçant, Astina ajoute avec assurance « C'est à ce moment-là que l'on pense à tous les nobles qui ont perdu leur terre après la mort de leurs dirigeants. » Deux garçons assis près de la fille se parlent tranquillement. Ils ne comprennent pas comment la jeune fille connaît de telles informations. Le professeur est bouleversé par la réponse de la jeune fille. Il semble que de la fumée va sortir des oreilles de la femme maintenant. Elle est tellement en colère. Mais le professeur prend néanmoins le contrôle et commence à feuilleter les pages du manuel. À la recherche d'une question difficile pour Astina. Au bout de quelques minutes, elle trouve ce dont elle a besoin. Cela se voit à son expression satisfaite. La femme touche avec sa main ses lunettes qui tombent sans cesse et, avec un doux sourire aux lèvres, dit qu'il est temps de passer à la question suivante. La princesse Céline, tante du roi Théodore, épousa le duc Atalantus. Le professeur se demande pourquoi la duchesse Céline a soutenu Théodore, qui n'était pas le prince héritier. Cette question est vraiment plus difficile que la précédente. Mais la fille connaît aussi la réponse. Astina déforme mentalement la femme et dit « La concubine Ansel, qui a donné naissance à Théodore, était la fille aînée du comte Charotte. Ansel a déjà servi dans la maison de la duchesse Céline, avec qui ils ont développé de bonnes relations. Les camarades de classe de la jeune fille pensent que cette fois, elle aussi a probablement répondu correctement. Pendant ce temps, le professeur tremble d'une rage non dissimulée. Les doigts de la femme, blancs de colère, serrent l'index. Le professeur ordonne à tout le monde de se taire. Elle n'aime pas qu'Astina, à qui elle allait enseigner, fasse d'elle la risée. Soudain, une idée brillante, à son avis, vient à l'esprit d'une femme. Elle frotte son index avec sa main et demande à Astina d'exprimer son opinion sur la recherche historique en cours. Ici, la rousse ne sait pas quoi dire. Ce n'était pas la question à laquelle elle s'attendait. La jeune fille détourne le regard et réfléchit. L'enseignant explique les détails de la question à Astina. De nombreux érudits étudient la relation entre l'impératrice et le roi. Et chacun d'eux interprète à sa manière la dernière conversation entre Martina et Théodore. Cependant, la majorité penche pour une opinion. La trahison dont parlait Martina avant de tuer le roi symbolisait la lignée de Blanche, à laquelle appartenait Théodore. Alors, elle a immédiatement tout planifié pour gagner la confiance du roi et ensuite monter sur le trône. Puis le professeur, souriant à nouveau espièglement, soupçonnant qu'elle a finalement attrapé Astina, dit à la fille qu'elle veut connaître son opinion à ce sujet. Les élèves se regardent. Ils sont effrayés par l'attitude du professeur. Soudain, elle commencera à s'accrocher non seulement à la fille, mais aussi aux autres étudiants.
Un garçon ouvre grand les yeux de peur. Il ne restait aucune trace de l'irritation du professeur. La femme croise les bras sur sa poitrine et s'adresse mentalement à Astina. « Vous avez décidé de me défier, moi, un historien faisant autorité? Voyons maintenant quelle excellente réponse vous pouvez donner. » La rousse s'appuie sur le bureau et se lève de la chaise. La jeune fille comprend que regarder par la fenêtre pendant cette leçon n'était pas la meilleure décision. Ainsi, elle s'est simplement rendu la vie difficile. Mais pour ne pas échouer complètement, la jeune fille décide de répondre au moins d'une manière ou d'une autre à cette question. Car l'essentiel est de ne pas se taire. Astina dit que l'acte de Martina peut s'expliquer par le fait que la trahison du roi a été un coup très cruel pour la sorcière. L'enseignante est perplexe et demande à la fille pourquoi elle pense cela. Astina rougit un peu et dit que Martina a été choquée par la trahison de Théodore parce qu'elle aimait le roi. Il y a un silence de mort dans le bureau. Le professeur regarde Astina sous le choc, ne comprenant pas comment il était possible de dire une telle chose. Certains étudiants, qui admiraient l'intelligence de la jeune fille il y a quelques instants, reniflent de mécontentement. Soudain, la classe éclate de rire. Le professeur, le visage en sueur, demande à la rousse « Miss Astina, essayez-vous juste de vous moquer de moi avec cette réponse ?» Mais la jeune fille n'a pas le temps de répondre, car la cloche sonne. Les élèves disent au revoir au professeur et sortent en courant de la classe. La femme essaie de les arrêter, mais personne ne peut l'entendre. Le professeur expire avec exaspération. Encore une fois, cette impudente Astina a fait d'elle une professeure respectée, une idiote, cassée. Pendant cette période, les étudiants peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent. Les garçons s'amusent avec leurs amis et les filles discutent entre elles. Une fille aux cheveux bruns et aux mêmes yeux verts que la rousse s'approche d'Astina. Elle sourit chaleureusement et dit « Tu as encore réussi, ma sœur. Je me suis encore rebellée contre le professeur. » La rousse dit avec lassitude que la plupart de ces histoires sur l'émeute sont des rumeurs idiotes, car elle n'a même pas touché le professeur. Une fille aux cheveux noirs, nommée Kana, avec un léger sourire aux lèvres, dit qu'elle a entendu qu'Astina regardait par la fenêtre pendant toute la conférence. Astina, qui en a un peu marre de sa sœur, croise les bras sur sa poitrine et dit qu'elle essayait juste de se rappeler comment se comportent les vraies femmes. Kana est amusée par une telle réponse. Elle se couvre la bouche avec sa paume et dit qu'il n'est pas convenable qu'une dame se moque du professeur. Puis la jeune fille brune regarde avec admiration la jeune fille sérieuse et se dit « Je le jure, Astina est la seule de son espèce. Même si ce n'est pas pour rien qu'on dit que tous les génies sont des cinglés. Ce n'est pas par hasard que Kana en a parlé, car sa sœur cadette Astina est un génie. » L'homme brun plonge dans les souvenirs. Tout a commencé avec le fait que la fille aux cheveux roux a appris à parler beaucoup plus vite que les autres enfants. Quand Astina n'avait même pas 1 an, elle pouvait déjà demander aux domestiques et aux nounous de la laisser tranquille. À un âge légèrement plus âgé, la jeune fille s'est intéressée aux livres. Mais pas des contes de fées pour enfants avec des héros bons et méchants, mais des livres sur l'histoire qui sont difficiles pour l'esprit d'un enfant. Astina passait souvent ses soirées avec des piles de livres. Et Kana, qui dormait toujours avec un ours en peluche, se contentait de la regarder. À la question « Pourquoi lisez-vous de tels livres ?» la jeune fille répondit sérieusement qu'elle devrait savoir ce qui s'était passé dans le passé. Chaque jour, les parents d'Astina étaient de plus en plus surpris par les capacités de leur fille. Plus tard, ils sont arrivés à la conclusion que leur enfant était un génie. Astina a appris les bonnes manières et l'étiquette dès son plus jeune âge. Comment utiliser une fourchette et un couteau, comment bien boire le thé, comment se comporter à table, etc. Kana, même si elle était sincèrement heureuse pour sa sœur, était un peu attristée par le succès de la rousse. Après tout, Astina, 2 ans plus jeune que la brune, étudiait avec elle au même rythme. La fille pouvait rapidement tout maîtriser. Par exemple, elle a appris les bonnes manières en seulement 3 jours. Lorsque l'enseignante a vu l'enfant en équilibre avec un livre sur la tête, elle a tapé dans ses mains et a dit que la posture et les gestes d'Astina étaient parfaits. La rousse n'avait plus rien à apprendre. La jeune fille aux cheveux noirs, qui étudiait avec sa sœur, a été impressionnée par les paroles du professeur. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi tout était si facile pour sa sœur cadette. Cela montre-t-il qu'elle, Kana, n'est pas assez intelligente? Après cette leçon, la jeune fille s'est enfermée dans sa chambre et n'a voulu laisser entrer personne pendant longtemps. Elle a crié qu'elle ne voulait plus prendre de cours avec la petite Astina. Les parents, inquiets du comportement de leur fille, se tenaient à la porte de la chambre et essayaient de calmer Kana. Le père, un homme blond aux favoris luxuriants,
consolait l'enfant du mieux qu'il pouvait. Il a dit « Kana, tu n'es pas stupide du tout, eh bien chérie, ouvre la porte ». La mère des filles se tenait juste à côté de son mari et ne savait pas quoi dire. Cependant, aucune persuasion ni paroles aimables n'ont aidé. La petite Kana était convaincue qu'elle était stupide, car Astina était parfaite dans tout ce qu'elle faisait. Les parents se regardèrent tristement. Leurs regards étaient pleins de douleur. Père et mère ont essayé de faire tout leur possible pour que Kana et Astina ne remarquent pas de différence particulière de développement entre eux. Mais leurs tentatives furent vaines. Kana, qui était loin d'être un enfant stupide, a tout compris bien plus tôt qu'il n'aurait dû. Quelques heures après le cours, au cours duquel les capacités d'Astina ont été louées, la mère des filles s'est présentée à la porte de la chambre de sa fille aînée et y a frappé doucement. N'entendant aucune réponse, la femme décida d'entrer et en avertit Kana. Une fois à l'intérieur de la pièce, la femme a vu une image qui a fait serrer de douleur le cœur de sa mère. Sur un grand lit à baldaquin presque royal, gisait la petite Kana, vêtue d'une robe jaune fleurie. La jeune fille enfouit son visage dans un oreiller moelleux et pleura. La mère est rousse comme sa plus jeune fille. Une femme rondelette s'est approchée de sa fille et a commencé à lui tapoter doucement le dos en lui ordonnant « Tu n'es pas stupide du tout et tu n'as aucun défaut en quoi que ce soit. En fait, vous apprenez beaucoup plus vite que la plupart des enfants de votre âge. » Elle essaya de prononcer ces mots aussi doucement et calmement que possible. Et c'est arrivé. La jeune fille leva la tête et demanda doucement « Vraiment ?» La femme sourit, essuya doucement les larmes des joues de l'enfant et répondit « Bien sûr, c'est juste, voyez-vous, qu'Astina est un CA particulier. » La fille aux cheveux roux était effectivement l'exception à la règle, mais cela ne voulait pas dire que Kana devait se sentir déprimée. Puis la mère a serré Kana dans ses bras, qui s'est un peu calmée et a continué à dire « Tu grandis magnifiquement, ma chérie, comme toute fille de ton âge devrait le faire, et nous t'aimons tous beaucoup. Ne vous inquiétez pas trop pour ça. » Une nuit sombre est arrivée. Kana quitta la pièce pour laver son visage gonflé par les larmes. Soudain, la jeune fille aperçut sa sœur cadette dans le couloir et fut un peu effrayée par l'inattendu. La rousse regarda attentivement sa sœur et dit « Kana, ne sois pas si autocritique envers toi-même. » Kana fut perplexe face à ces mots et demanda à sa jeune sœur ce qu'elle voulait dire. La jeune fille fit semblant de ne pas entendre et continua. « Sinon, cela te hantera jusqu'à la mort. » Le visage d'Astina qui disait que cette phrase était trop sévère et mature pour un enfant de 10 ans. Le prochain souvenir de Kana concerne son enfance. À cette époque, elle avait 14 ans et Astina 12 ans. C'était une journée chaude et ordinaire. La femme aux cheveux noirs, comme d'habitude, alla se promener dans le jardin. Soudain, elle entendit des voix et décida de voir ce qui se passait, se cachant derrière un rosier. De là, la jeune fille a vu une image choquante. Un homme costaud se tenait la tête baissée et écoutait les enseignements d'Astina. La jeune fille a dit « Si vous criez si fort lorsque vous n'êtes pas en sécurité, comment allez-vous vous défendre jusqu'à ce que vous ayez une épée dans les mains ?» Kana devina que cet homme était le nouveau chevalier d'escorte de Séricène. Il ferma les yeux et cria qu'il était vraiment désolé d'avoir commis une erreur. Astina a été surprise de demander à son mari pourquoi il s'excusait auprès d'elle. Après une seconde, le roux ajouta d'un ton à la fois indifférent et sévère que si le chevalier escorte continue à être aussi intimidant, il ne pourra pas protéger le père des filles et il sera tué. Le chevalier recommença à s'excuser pour son comportement. Astina n'y a pas prêté attention, mais a déclaré à la place « Je n'ai jamais eu d'élève comme toi. » Kana, qui observait sa sœur et le chevalier, fut très surprise par cette conversation. Comment un enfant de 12 ans peut-il apprendre à un homme costaud à maîtriser l'épée? Soudain, la jeune fille aux cheveux noirs a marché sur une branche et celle-ci a craqué bruyamment. Astina tourna immédiatement la tête vers les buissons pour voir s'il y avait un danger à proximité. Kana essaya de ne pas se trahir et se couvrit la bouche avec ses mains. Cependant, cela n'a pas aidé. La rousse trouva rapidement sa sœur et s'adressa à elle par son nom, comme pour lui demander ce qu'elle faisait ici. Kana se força à sourire pour ne pas éveiller des soupçons inutiles et essaya de dire quelque chose à Astina. Mais cela n'était pas nécessaire. La rousse s'assit à côté de Kana et lui demanda de ne parler à personne de ce qu'elle avait vu. Kana serra sa robe avec enthousiasme. Alors la fille a demandé « Pourquoi ?» Astina a expliqué qu'une telle demande était motivée par son inquiétude pour la sécurité de son père et par son refus de l'inquiéter. Après tout, un homme sera très probablement bouleversé lorsqu'il apprendra l'incompétence de son sujet.
En entendant ces mots, le chevalier, presque en pleurs, supplia les filles de ne pas en parler au duc. Kanna, qui ne se souciait pas des affaires des étrangers entraînés par Astina, a crié « Ce n'est pas du tout la question. Mon père a répété à plusieurs reprises que brandir une épée était très dangereux. » Astina, qui n'était pas affectée par la brève crise de colère de sa sœur, serra légèrement l'épaule de la femme aux cheveux noirs et demanda sérieusement à l'écouter. La rousse regarda Kanna dans les yeux et dit que le véritable danger n'était pas un comportement imprudent avec l'épée, mais une faiblesse. La femme aux cheveux noirs ne comprit pas sa sœur, alors elle demanda à Astina avec surprise de quoi elle parlait. La fille, qui ne semblait pas vouloir expliquer à Kanna ce qu'elle voulait dire, tapota simplement l'épaule de sa sœur. Astina a également promis à la lune aux cheveux noirs de lui offrir un dessert si, bien sûr, elle gardait le silence. Astina ne voulait rien dire de plus. Elle se tourna et se dirigea vers son élève avec l'intention de continuer à s'entraîner, même s'il n'avait pas encore produit beaucoup de résultats. Kanna ouvrit grand la bouche et s'occupa de sa sœur. À ce stade, les souvenirs de la femme brune prennent fin. La jeune fille se rend compte qu'elle n'a jamais été capable de comprendre les paroles d'Astina de sa vie, malgré le fait que la rousse a 2 ans de moins qu'elle. Enfant, Astina parlait comme un grand-père de 60 ans dans le corps d'un enfant de 5 ans. Kanna sourit faiblement, se rappelant ce fait à la fois étrange et drôle. Au bout d'une seconde, la jeune fille se tourne vers sa sœur. Elle demande à Astina « Tu ne penses pas que tu peux paraître plus intelligent que le professeur si tu es si sérieux ?» Astina n'écoute pas très attentivement l'homme aux cheveux noirs, mais Kanna ne le remarque pas et continue de parler. La jeune fille essaie d'enseigner à sa sœur cadette, même si elle est plus intelligente qu'elle. Darkhair dit à Astina qu'elle devrait arrêter de se disputer avec le professeur Octavia si elle ne veut pas souffrir jusqu'à l'obtention de son diplôme. La rousse semble se rendre compte que Kanna ne sera pas loin derrière elle. Alors elle laisse échapper un grand soupir, baisse les yeux et dit que sa réponse en cours d'histoire était assez sérieuse. Brun demande « Vous croyez donc vraiment à l'histoire d'amour entre le roi Théodore et l'impératrice Martina ?» Kanna est surprise que sa sœur, pas si sentimentale, pense que la sorcière Owen a été si blessée par la trahison du prince parce qu'elle l'aimait. Astina dit à Kanna qu'elle le pense vraiment. Soudain, la rousse prononce le nom de la défunte impératrice, Martina Owen de l'État Carabella. La sœur aînée de la jeune fille ouvre de grands yeux de surprise et demande à Astina pourquoi elle a dit cela. La rousse semble à nouveau parler par énigme, comme dans son enfance, que Kanna est incapable de comprendre. Martina lève les sourcils et, d'un ton légèrement insatisfait, commence à expliquer à sa sœur sa théorie sur la relation entre le roi et l'impératrice. De est un préfixe utilisé par les marquis du royaume de Blanche. Et la reine Martina, comme on le sait, est devenue la première impératrice de l'Empire Carabella. Et ici se pose la question, pourquoi n'a-t-elle pas supprimé l'ancienne marquise de son nom? Après tout, c'est le titre que lui a donné le roi traître. Kanna pose son menton sur sa main et réfléchit aux paroles de sa sœur. Or, la théorie à laquelle adhère Astina ne lui semble pas si absurde. Puis Kanna croise les bras sur sa poitrine et essaie de deviner pourquoi Martina n'a pas renoncé au titre de marquise. Cependant, rien ne vient à l'esprit de l'homme aux cheveux noirs. La jeune fille ferme les yeux et dit qu'elle n'a jamais pensé à l'origine du nom de l'impératrice. La sœur cadette de Kanna, déjà fascinée par cette conversation, répond à cette question. Astina ne voulait pas renoncer au nom que lui avait donné Théodore. Kanna, qui a entendu le nom d'Astina, arrête sa sœur et lui demande si elle a entendu. La rousse détourne le regard et dit à la hâte qu'elle a été calomniée et, bien sûr, Martina a raison. La brune ne remarque pas la confusion momentanée de sa sœur et dit pensivement « comprenez-vous si bien les sentiments de l'impératrice Martina ?» Astina est flattée par ces mots. La jeune fille sourit gentiment et dit qu'elle connaît l'impératrice Martina mieux qu'elle-même. Kanna se tourne à nouveau vers la femme aux cheveux roux, qui a posé sa main sur la poignée de la porte, sur le point d'entrer dans la salle de classe. La sœur aînée d'Astina lui pose une seule et unique question. « Comment connais-tu Martina? Elle est morte il y a de nombreuses années. » Astina, dont le visage ne laisse pas de sourire, répond « Tout est simple, je suis un génie. » La jeune fille avait déjà ouvert la porte du bureau et était presque entrée. Soudain, elle entend quelqu'un piétiner et se retourne pour voir de qui il s'agit. Une fille aux cheveux noirs court vers les sœurs. Elle a l'air très excitée et appelle Kanna. Une lettre est entre les mains d'un inconnu. D'après l'expression du visage de la jeune fille, il est clair qu'elle n'a pas apporté de très bonnes nouvelles. Kanna commence à trembler et, les yeux écarquillés d'excitation,
s'arrête pour demander ce qui s'est passé. L'étranger ne répond pas à cette question. Au lieu de cela, elle se met à pleurer en ordonnant. « Kana, que faire? Oh mon Dieu !» Astina tente de calmer la jeune fille en l'appelant par son nom. « Rachel !» Puis la rousse tourne son regard vers la lettre que tient la jeune fille. L'expression d'Astina devient sombre. Elle tend la main et prend la lettre de Rachel. La jeune fille commence à se concentrer sur sa lecture. Pendant ce temps, Rachel essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Il s'avère qu'elle a accidentellement ouvert une lettre adressée à Kana. Bien sûr, lire les lettres des autres est une mauvaise chose, mais cela s'est avéré ainsi. Mais le problème n'est même pas là. Rachel dit qu'elle a été profondément émue par le contenu de la lettre. Kana a le sentiment qu'elle est sur le point d'apprendre de terribles nouvelles. Elle regarde Rachel avec un regard plein de désespoir et supplie la jeune fille de lui dire ce que cela dit. La brune tourne la tête vers sa sœur qui lit la lettre, s'attendant à ce qu'elle lui dise au moins quelque chose. Cependant, la jeune fille ne reçoit de réponse ni de sa sœur cadette ni de son amie. Kana n'aime pas beaucoup ça. Elle se met à crier. « Astina, Rachel, qu'est-ce qui est écrit là, grand-père ?» Les émotions de la jeune fille peuvent être comprises. Peut-être que cette lettre décidera de son sort. Qui sait? Astina, qui a déjà fini de lire la lettre adressée à Kana, détourne le regard d'un air coupable. Son visage est aussi pâle que la mort. Il semble que la nouvelle que la jeune fille vient d'apprendre l'ait choquée. Rachel regarde la rousse et demande ce qui s'est passé. Si cette lettre a pu faire une telle impression sur Astina, toujours impassible et forte, les choses vont vraiment mal. Au bout d'une seconde, la jeune fille rassemble ses pensées et, regardant dans les yeux verts de sa sœur, dit « Kana, il est écrit là que tu dois devenir l'épouse du duc Atalantus. » Le visage de la femme brune est déformé par l'horreur. La jeune fille soupire doucement. Elle ne veut pas croire les paroles d'Astina. Après tout, l'archiduc d'Atalanta n'est pas la meilleure personne. La rumeur veut que la nuit, il s'en prend au monstre Thériault, qui ressemble à un loup géant. « Kana, j'écris cette lettre parce que j'ai des nouvelles urgentes. » Récemment, l'entreprise du père de la jeune fille a connu une crise et ils ont donc concentré tous leurs efforts sur l'exportation. Mais cette fois, le cargo a coulé. Pour cette raison, même le manoir dans lequel vit la famille sera bientôt confisqué. Kana ne trouvait pas les mots. Elle savait que c'était le pire qui puisse arriver. Cependant, le duché d'Atalanta, avec lequel leur famille coopérait auparavant, a promis de rembourser toutes les dettes. Les filles finirent nerveusement de lire la lettre. Cependant, il n'était possible de rembourser la dette qu'à une seule condition. Si Kana épousait le duc Atalantus. La jeune fille attrapa le papier fin de la lettre. Malheureusement, ils n'avaient pas d'autre choix. Le sort de leur famille en dépend, oui, la mère était désolée. Mais on ne peut rien faire. Kana se mordit nerveusement la lèvre. La jeune fille était désespérée. Elle n'imaginait pas du tout cela. Le mariage aura lieu dans une semaine. La mère a donc demandé à revenir le plus tôt possible pour discuter de tous les détails. En fin de compte, des excuses et des mots de regret ont été entendus à nouveau. Mais cela n'a pas pu aider. Kana dit froidement qu'elle devait rentrer chez elle. La fille qui a apporté la lettre s'intéressait à son bien-être et était très inquiète. Astia lui toucha le dos de manière rassurante. Après cela, elle a dit qu'elle partirait également. À ce moment-là, Kana se dirigeait déjà vers la porte. Duché d'Atalanta. Une famille de dignes vassaux dont l'histoire remonte à la fondation du Royaume Blanche. Ce sont des gens puissants qui connaissent le prix du pouvoir. Ils ont conservé la position de vassaux fidèles même après la fondation de l'Empire Carabella. Ils adoraient l'impératrice et lui étaient fidèles. C'est eux pourquoi Martina les appréciait particulièrement. C'est l'une des familles les plus anciennes et les plus nobles avec laquelle une famille aussi triviale que Rété ne pourrait jamais se connecter. Mais il y avait un problème sérieux dans le duché. Le fait est que le chef de famille d'aujourd'hui était un monstre avec des yeux de serpent et un corps recouvert de laine. Personne n'a jamais su quand et dans quelles circonstances le grand-duc Thériault Van Atalanta, que tout le monde louait pour sa belle apparence, est devenu ainsi. Mais les rumeurs sur le grand archiduc monstre, qui ouvre les gens en morceaux, se sont répandues parmi le peuple si rapidement qu'il n'y avait personne qui ne le savait. Kana rassembla les affaires et comprit l'absurdité de la situation. Donner naissance à un enfant de quelqu'un qui déchire les gens. Elle pensait à tout ce qui s'était passé et ne comprenait pas ce qui l'attendait dans le futur, ni quoi faire en général, comment agir. Et si c'était ainsi que ses parents lui disaient « Va mourir », est-ce qu'elle méritait ça? Astina entra dans la pièce. Kana a demandé à sa sœur si elle connaissait la raison de ses abus passés envers elle.
Elle a répondu par l'affirmative. Elle était assise, dos à la valise. « Tu es un peu bizarre, » dit Kana. Astina s'assit plus près et Kana se tourna à son tour vers elle. La fille a dit qu'elle aimait sa sœur cadette de toute façon, quelles que soient les circonstances. Mais elle a répondu qu'elle le savait. Les filles se sont embrassées de douleur. Kana a doucement demandé à sa sœur de ne pas y aller. Elle ne plaisantait pas sur elle et sur son avenir. Ils se regardèrent, comme pour se souvenir à jamais de ces images, de ces traits du visage. Ils souffraient et ne comprenaient pas pourquoi tout s'était passé ainsi. Pourtant, ils étaient bénis en tant que descendants du Contrette. Et maintenant il est temps de payer ta dette envers Kana. Elle seule peut sauver la famille. C'est sa mission, et elle la comprend, et est prête à accepter et à réaliser sa propre vocation. La jeune fille lui toucha nerveusement les mains. Elle a dit que c'est ainsi que devrait être le mariage d'une noble dame. Mais Astina s'y est opposée. Elle semblait imaginer quelque chose de complètement différent et non brisé par les réalités d'aujourd'hui. Tous les nobles ne se marient pas en prévision de la mort. Les yeux verts de Kana s'illuminèrent. Elle a bégayé au début et a dit quoi alors? Mais de telles paroles de sa sœur cadette la mettaient en colère. Elle a crié. Après tout, que lui restait-il à faire? Vous enfuir pour vivre le reste de vos jours dans la solitude et l'oubli? Elle n'est pas la seule à être malheureuse lorsque la famille s'effondre. Des larmes amères coulaient des yeux de la jeune fille. Astina, à genoux, ne montrant aucune émotion, a déclaré qu'à cause de l'erreur de son père, il ne pouvait pas vendre Kana à mort. Cela fit rire Kana. Elle a répondu que même les génies sont capables de comprendre la logique de ce monde. Après tout, Astia ne savait-elle pas ce qui arrivait aux aristocrates qui ont fait faillite et sont tombés? « Je sais !» répondit à nouveau froidement la femme aux cheveux roux. L'homme devient un travailleur forcé et la femme une maîtresse ou une prostituée. « Astina !» l'interrompit sa sœur avec indignation et horreur. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait garder la tête aussi froide. Cependant, elle a continué. Après tout, peu importe ce qui s'est passé et peu importe ce qui est arrivé à leur famille, cela n'est pas égal à la vie de Kana, ce n'est pas plus important. Kana répondit douloureusement à ces mots qui étaient plus importants. L'effondrement de la famille ne peut être autorisé. Si elle a la possibilité d'économiser, elle devrait la saisir. Kana a dit avec audace que personne ne peut vivre sans honneur. Comme cette fille était brillante, comme elle avait grandi et, ce qui est le plus terrible, prête à accepter la mort pour sauver sa famille. Elle fixa sa position d'un geste de la main. Et Astina a répondu que c'est exactement ce qu'elle aime à Cannes. Cela a un peu enlevé le dernier. Astina s'est levée et a déclaré qu'il était trop tard aujourd'hui pour des conversations difficiles et pour récupérer les valises. Ils devraient se reposer. Ce fut une nouvelle très difficile qui leur tomba dessus. Astina a proposé de se réveiller plus tôt demain et de poursuivre alors la conversation. Elle tendit la main à sa sœur. Elle la regarda avec espoir et lui prit la main. Elle accepta et commença à se lever. Et c'était une nuit vraiment profonde dans la rue. Rachel était dans l'autre pièce et essayait de se ressaisir. Elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Miss Kana épouse-t-elle le grand-duc d'Atalan? Est-ce possible? Elle a même manqué le dîner à cause du choc. On dirait qu'elle va partir demain. Rachel annonçait déjà les dernières nouvelles à son ami. Elle a demandé ce qu'il devait lui dire avant de partir. Après tout, il s'agit définitivement d'une situation atypique. Comment pouvez-vous la soutenir ici? Les filles ont décidé de la laisser tranquille pour le moment. Kana dormait avec Astina à ce moment-là. Les filles étaient allongées sur le lit et levèrent les yeux. Chacune réfléchissait à sa manière aux événements récents. Depuis combien de temps n'avaient-ils pas couché ensemble ainsi? Pensa Kana. 10 années entières. Dans le passé, lorsqu'elle faisait des cauchemars, Astina venait coucher avec elle. Même alors, elle la rassurait d'une manière si adulte. Même si elle était elle-même encore une enfant. Kana est de retour. Elle était plongée dans ses pensées. Comme ça lui a fait mal, elle était sûre que c'était la dernière fois qu'ils dormaient ensemble ainsi. Des larmes coulaient de ses yeux, mais elle ne voulait pas qu'Astina les voie. Mais elle a tout compris et tout vu. Elle regarda la douce silhouette de sa sœur et lui demanda silencieusement de ne pas y aller. Elle est si fragile. Que va lui faire cette bête? Les yeux verts d'Astina brillèrent. Non, elle ne laissera pas sa sœur mourir. Il faisait déjà jour dehors. Le soleil pénétrait dans la pièce par la fenêtre. Les filles étaient toujours couchées ensemble. Mais personne ne pouvait fermer les yeux. « Kana !» Astina se tourna vers sa sœur. Elle le remercia d'avoir gardé le secret sur Sir Hizen. Cependant, elle a répondu qu'elle s'en fichait, parce que de toute façon, personne ne le croirait. La fille s'est levée.
Elle pleurait toujours, et son soupir pouvait être entendu dans la pièce calme. Cependant, elle a parlé de Sir Isen. Elle a dit que même elle, qui a été témoin des événements, avait l'impression d'être dans un rêve. La jeune fille s'est souvenue de la scène où Astina a demandé pardon pour avoir frappé le professeur. Kana se demandait comment sa sœur s'était retrouvée dans cette histoire. Elle a répondu qu'elle avait été surprise en train de voler une épée. Cela fit rire Kana. Après tout, c'est ainsi qu'il a appris l'escrime auprès d'un voleur d'épée. Cela avait l'air vraiment drôle. Astina n'a pas prêté attention à la réaction de sa sœur et a continué l'histoire. Elle se souvint de la façon dont elle avait demandé à Isen une vraie épée. Et il lui en avait donné une en bois et avait commencé à se vanter de 16 compétences. Il a dit que si Astina le frappait ne serait-ce qu'une seule fois, il abandonnerait son épée, un héritage familial. Elle l'a battu. Kana rit. Il s'avère qu'Isen a ensuite perdu son héritage familial et est donc devenu un ivrogne. Mais Astina a répondu qu'elle ne faisait que le taquiner et a rendu l'épée avant de partir pour l'académie. C'était une bonne épée avec un aigle sur sa poignée. Quand Astina l'a donnée à Isen, il l'a supplié à genoux de ne pas y aller et a crié qu'il ne pouvait pas vivre sans sa maîtresse. Cependant, Astina lui a alors dit d'arrêter de dire des choses que d'autres pourraient ne pas comprendre correctement, parce que des problèmes idiots pourraient apparaître. Les larmes aux yeux. Ce jour-là, Isen se demanda si Astina s'inscrirait à la faculté d'escrime, et espérait également qu'elle obtiendrait très bientôt son diplôme de l'académie et reviendrait. Mais Astina a répondu qu'elle ne reviendrait qu'après 7 ans, et pas une seule émotion n'est apparue sur son visage. Faculté de politique. C'est là que ça entre en jeu. Cela surprit Isen. Il ne s'y attendait certainement pas, sous aucun prétexte. Elle ne savait pas alors que Kana entrerait également à la faculté de politique. La jeune fille tourna son regard vers sa sœur, allongée à côté d'elle. Kana répondit avec émotion qu'elle était très heureuse d'étudier avec sa sœur. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Kana a pleuré, pensa Astina. Alors les filles se sont allongées sur le lit. Astina se tourna vers sa sœur. Elle a besoin de dormir, car elle doit se réveiller demain matin et avoir besoin de reprendre des forces. Des temps difficiles les attendent. Kana accepta. Elle s'est rapidement endormie. Astina se leva doucement, vérifia si sa sœur dormait et jeta un coup d'œil autour de la pièce. Elle a mis une cape et un sac remplis de choses, et quitta tranquillement la pièce vers la rue. Il faisait sombre là-bas. Seules des lanternes éclairaient la silhouette sombre d'Astina. Elle a traversé la cour de l'académie et a pensé qu'elle ne pourrait pas obtenir de diplôme. Une vie normale est-elle impossible pour elle aussi cette fois-ci? L'incompréhension et la douleur étaient clairement visibles dans ses yeux verts. Elle se souvenait des jours de semaine dans sa tribu Lita. Elle se souvenait de l'extermination de son peuple et du bain de sang. Danses incendiaires en feu. Le visage du roi anormal qui a apporté tant de mal. Et à côté de son bon frère. Mais était-il vraiment comme ça? Astina s'arrêta. Des mèches de cheveux roux dépassaient de la capuche noire flottant au vent. Quand elle avait 3 ans, elle se comprenait parfaitement. Même alors, l'enfant se regardait et comprenait tout. Mais elle ne savait pas la seule chose. Pourquoi renaissait-elle? Cela fait plus de 100 ans qu'elle a mis fin à ses jours sous le nom de Martina. Pourquoi se souvient-elle de sa vie passée? À l'époque, tout cela était frustrant et ennuyeux. Tous ceux qu'elle connaissait étaient déjà morts. La jeune fille s'assit par terre dans la bibliothèque et réfléchit sur les raisons et comment tout cela en est arrivé là. Mais l'essentiel est de savoir pourquoi. Peut-être qu'il s'était réincarné aussi. Elle se souvenait de tous ses traits du visage. Tina! Un garçon interrompit les pensées de la jeune fille. Elle n'aimait pas ça. Elle a refermé le livre. Elle était déterminée à découvrir la raison de sa distraction. Mais tout cela n'est qu'un fantasme. Elle s'appelle Astina. Seulement Astina. Personne ne l'a appelée. Il n'y avait pas d'autre vie. Il faut oublier et vivre qui elle est maintenant. Après tout, elle a décidé de vivre cette vie avec foi et vérité, dans l'amour de ses parents et de Kana, pour lesquels elle était infiniment reconnaissante envers cette bonne famille. Elle voulait vivre comme Astina, intelligent, gentil, à côté de la meilleure sœur, beau, généreux, doux. L'image de Kana, qui avait lu la lettre inquiétante aujourd'hui, vint à l'esprit de la jeune fille. Comment a-t-elle réussi à se tenir entre ses mains? Astina ouvrit la porte de l'écurie en grinçant. Il faisait sombre là-bas. Elle pensait encore au passé et au futur. Mais elle n'avait qu'une seule intention. Elle sellait son cheval et se précipitait déjà. La jeune fille ne sait pas si elle était autrefois Martina. Mais elle sait une chose. Kana, qui n'a vu que la vie d'une dame, ne pourra pas survivre entre les griffes d'un monstre. Son devoir est donc de secourir, et pas d'autre moyen.
ou elle le tuera et s'enfuira. Astina conduisait le cheval. Ils se sont précipités rapidement. Les cheveux roux de la jeune fille flottaient au vent. Elle était déterminée. Cependant, soudain, quelqu'un surgit devant elle. Protection? Non, le corps était trop petit. Quelqu'un brillait et ne laissait pas Astina aller plus loin. Astina, arrête! Kana se tenait devant elle. Elle étendit les bras et se plaça devant Astina Yuch qui montait à cheval droit sur elle. Astina ne s'y attendait pas du tout. Était-elle réveillée? En mouvement, Astina a commencé à retenir le cheval. Heureusement, elle a réussi à s'arrêter à temps et est apparue devant sa sœur. Une conversation difficile l'attendait définitivement. Mais Kana, sans aucun reproche, demanda où elle allait et se rassembla à l'insu de sa sœur. Après tout, c'est définitivement faux. Cependant, Astina n'allait pas abandonner. Elle répondit calmement que son chemin se trouvait dans le duché d'Atalène. « Tu es fou !» s'est exclamé Kana. Mais Astina a répondu qu'elle ne mourrait pas, surtout si elle enseignait l'épée à Isen. Et Kana le sait très bien. Mais Kana s'est exclamé que c'était de la folie, car si l'on en arrivait à cela, l'adversaire d'Astina est un monstre. Pas une personne, monstre. Cependant, Astina n'en était pas convaincue. Elle a dit que c'était même bien car elle pouvait le tuer sans pitié. Après tout, elle ne veut plus tuer des gens. « Tu ne veux plus tuer des gens ?» Kana ne comprenait pas. Leur sœur a-t-elle déjà tué des gens? Ils échangèrent des regards. Kana n'a pas interrogé sa sœur. Au lieu de cela, elle lui a crié de l'emmener avec elle si tel était le cas, et a commencé à se précipiter vers le cheval. Kana a dit qu'ils devraient rentrer chez eux et parler. C'est la manière la meilleure et la plus directe. Astina aurait fait la même chose à la place de Kana. Astina a crié à Kani de partir. Après tout, en fin de compte, elle souffrira moralement? C'est ridicule. Cependant, Kana s'est exclamé qu'elle devait y aller. Le sort de leur famille en dépend. La fille doit la sauver et elle est prête. Cependant, Astina a toujours insisté sur son point de vue. Elle a répondu qu'elle ne le pensait pas. Elle a un point de vue différent et un plan différent face à cette situation. Elle répondit que si Kana la suivait, elle mourrait en la maudissant. Kana était sous le choc. Astina en profita et ordonna rapidement au cheval de courir. Elle courut à toute vitesse. Kana tomba à cause d'une telle douleur. Elle s'occupait de sa sœur qui criait vers le cheval. La situation était terrible. Kana, sur le sol froid, a crié à Astina de s'arrêter. Mais elle se précipita et n'entendit rien. Le manoir d'Atalan. La lumière brillait par la fenêtre. C'était une nuit sombre dans la cour. On n'entendait que le vent souffler sur les feuilles des arbres. Les gens se sont rassemblés dans la salle. Ils parlèrent du fait que cela faisait déjà 1 an que le duc s'était transformé en bête. Personne ne savait qu'une maladie héréditaire se manifesterait si tard. Il semble qu'il n'y aura pas de successeur. Alors que faire dans une telle situation? L'un des hommes autour de la table a déclaré que 2 kamikazes étaient morts après être entrés dans sa chambre. Personne ne peut même se rapprocher de lui. Alors de quel successeur parlons-nous? Un majordome se tenait à la porte. Il réfléchit au sort de son maître. À quel point est-il malheureux et pourquoi est-ce pour lui? L'homme ne comprenait pas comment une personne aussi noble et belle pouvait devenir ainsi. Il a imaginé les événements qui se sont produits il y a 1 an. Le propriétaire l'a appelé. Il entra dans la pièce. La chaise était tournée vers la fenêtre et on ne pouvait pas le voir. « Oliver !» s'adressa le duc au majordome. Le duc a dit qu'il ne se souvenait pas de la nuit dernière. Il était assis sur une chaise. C'était un monstre terrible. Dvoretsky a répondu que cela pouvait être dû à la fatigue. Mais le duc s'y opposa. Il est éveillé ces derniers temps en raison de crises fréquentes, mais il n'a aucun souvenir. « Oliver, tu comprends de quoi je parle ?» se tourna-t-il vers le majordome. Le domestique était inquiet et n'avait pas peur pour plaisanter. Il ne croyait pas que cela puisse être vrai. Mais le duc dit avec douleur dans les yeux qu'il ne pouvait pas éviter sa propre participation. Le majordome ferma la porte après avoir quitté la chambre du duc. Il était effrayé. Les grands-ducs d'Atlanta ont changé 15 fois au cours des 100 dernières années. Il pensait à lui. Parmi eux, 10 ont souffert de cette maladie et sont décédés avant l'âge adulte. Et les 5 autres ont terminé leur mandat, remplissant leurs propres fonctions. Dvoretsky marchait dans le couloir. La maladie héréditaire était que... Quelque chose le distrayait de ses pensées. Il se tourna brusquement. Il y avait une photo devant lui. La maladie héréditaire était que... Continuait-il à penser. Une personne perdait la raison et l'intelligence, se transformait en monstre. Les symptômes apparaissent généralement à l'adolescence, avant d'atteindre l'âge de 20 ans, c'est-à-dire dans la jeunesse. Tout commence par des gerçures de la peau et des poils qui poussent sur tout le corps, et les ongles se transforment en griffes. L'homme perd la tête. Et peu de temps après, il se transforme en monstre, éprouvant de terribles souffrances.
La maladie du duc progressa très rapidement. Il a subi de terribles tourments. Oliver en fut témoin, mais il ne put rien faire pour aider son maître. Il demandait souvent de le fermer jusqu'à sombrer dans la folie, mais le majordome protesta de toutes ses forces. Aujourd'hui, il a vu le sort de son maître se décider lors d'une réunion insensée entre des personnes complètement différentes, des gens sans âme qui ne connaissent rien des souffrances du duc. L'un des hommes a déclaré qu'ils avaient baissé leur garde, pensant que la maladie héréditaire avait disparu. C'était leur erreur. Mais cette maladie ne s'est pas manifestée pendant 2 générations consécutives. Et le duc BVV était en parfaite santé jusqu'à l'âge de 25 ans. S'il avait su que cela se produirait, il lui aurait demandé de créer un successeur plus tôt. Mais maintenant, il est trop tard pour en parler. Cependant, un autre homme leva la main. Il a dit que même les animaux se disputaient. En fait, c'est impossible. Le majordome écoutait avec horreur. Il s'est exclamé que le baron Vernon n'avait pas le droit de dire des choses aussi déshonorantes lors d'une réunion. D'autres ont soutenu le majordome. Ils ont crié que c'était une moquerie du grand-duc. Vous ne pouvez pas vous adresser à votre maître comme s'il était un animal sauvage, et qui accepterait de l'épouser si des rumeurs stupides se sont déjà répandues partout. Mais le baron dit calmement qu'il suffisait d'utiliser une famille faible. Il a invité les autres à s'exprimer s'ils avaient d'autres suggestions. Mais en réponse, j'ai reçu le silence attendu. Le baron s'est exclamé que s'il laissait simplement les choses telles qu'elles sont, la maison d'Atalante s'effondrerait. Cela ne peut pas être autorisé. 1 mois s'est écoulé. Il pleuvait dehors. Oliver regarda depuis le bureau d'Atalan les gouttes du ciel et dit que la dame de la maison de Rete viendrait demain. Le majordome a dit qu'il était éhonté et vulgaire de dire ce qu'il allait dire, et en général, il ne devrait pas être d'accord avec l'opinion du baron Vernon. Mais il espère toujours que cela se produira en direct. Oliver toucha le cadre de la fenêtre. Après tout, 3 des 5 ducs atteints d'une maladie héréditaire ont survécu, alors peut-être que son maître réussira. Non, il commence à espérer maintenant. Et comment peut-il effacer tous ces terribles péchés seulement après la mort? Olivier fronça les sourcils. Il parcourut le couloir et se demanda pourquoi la maison Rete avait décidé d'envoyer leur 2e fille. Après tout, il pensait qu'il serait plus facile de leur offrir une fille aînée plutôt qu'une plus jeune. Il se souvenait des images des filles, une belle sœur aînée d'une incroyable beauté et une plus jeune aux cheveux roux et aux yeux verts. Bien entendu, ce n'est pas une perte pour eux. Peu importe de quelle fille il s'agit, mais quelle est la base d'une telle décision? Oliver continuait à réfléchir. Soudain, quelqu'un l'a appelé. Il se retourna. Les servantes se tournèrent vers lui. Il se tenait près de la porte et un inconnu était à côté d'eux. Dvoretsky s'est approché. « Je m'excuse d'être venu plus tôt que prévu. » Astina ôta sa capuche noire. Oliver et tous les domestiques n'étaient pas surpris pour plaisanter. Astina se présenta. « Moi, Astina Rete, la même, j'ai promis un jour d'épouser le grand-duc. » La jeune fille ôta son manteau. Elle portait un chemisier blanc comme neige et un pantalon rouge qui mettait en valeur sa taille fine. La jeune fille était inquiète. Elle avait même peur, mais elle ne le montrait pas. Astina était vraiment inquiète. La sueur coulait de son visage. Olivier était troublé. Il a indiqué que leur rencontre était prévue pour demain. En même temps, il se demandait pourquoi la dame venait au manoir aujourd'hui et la nuit sans domestique. Elle a répondu qu'elle avait ses propres raisons pour cela. Avec la souffrance de Cana, elle a réussi à gagner un jour. Dvoretsky ne comprenait pas. Mais Astina a déclaré qu'elle comprenait les règles de l'étiquette et savait qu'elle devait les saluer poliment. Cependant, elle est tellement fatiguée qu'elle peut à peine parler. Elle aimerait d'abord dormir et a demandé s'il pouvait lui donner une chambre d'amis. Les domestiques furent immédiatement confus. Oliver n'arrêtait pas de se demander. Il considérait cette fille comme étrange, car qui, à un tel moment, irait dans un endroit où l'on peut mourir? Folie. Mais il se ressaisit rapidement, s'inclina poliment devant Astina et l'accueillit au manoir d'Atalentus. La jeune fille remercia et dit qu'elle était également fière d'avoir trouvé la demeure du premier chevalier de l'Empire. Mais elle n'était toujours pas en paix dans son âme. Le premier chevalier de l'Empire, de tels propos surprirent le majordome. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à entendre cela de la part d'une jeune femme issue d'une famille noble, car une telle forme d'adresse n'est désormais mentionnée que dans les manuels scolaires. Cependant, les rumeurs sur son intelligence n'étaient pas un mensonge. Elle semble si instruite et élégante qu'il n'y a même aucun défaut. Juste pour y penser, une si jeune femme dotée d'une intelligence brillante sera sacrifiée. À cette époque, Astina était allongée dans le bain. Elle a analysé la maison d'Atalanta. Il s'avère que c'est comme ça qu'on est ici. Bain au parfum coûteux. C'était une bonne chose.
car elle était trop pressée et maintenant très fatiguée, donc un bain est le meilleur de la journée. Mais si elle s'était attardée encore un peu, Cana l'aurait suivie. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. Elle se souvenait de la route et du retour à la maison. Ses parents furent surpris en la voyant. La jeune fille a crié que Cana n'avait aucune chance de survivre dans le manoir à Talen. La mère s'est mise à pleurer, mais elle a crié que c'était parce qu'ils avaient choisi Can. La mère a crié qu'elle ne pouvait pas le faire, et ça lui fait mal d'envoyer son enfant périr. L'homme a demandé à se calmer. Astina resta immobile. Sa mère a continué à pleurer et à se gronder. C'était un fardeau écrasant pour elle. La jeune fille se mordit la lèvre et déclara résolument qu'elle y irait à la place de sa sœur. Ce sera son choix, pas celui de sa mère. Et ce ne sera pas sa faute. Maintenant, elle est dans ce manoir. Elle pensait qu'il valait mieux naître dans une famille pauvre. Au moins, il n'y aurait rien à perdre. Mais elle se souvenait de sa vie passée, des morts, de la mendicité, et j'ai compris qu'après tout, ce n'est pas bien non plus. Cette vie est brisée et c'est la seule explication de tout. La fille est sortie du bain. Les servantes commencèrent à l'habiller et elle réfléchit à un plan d'action. Elle doit d'abord voir l'état de l'archiduc, ensuite, il décidera comment agir. S'il faut donner naissance à un héritier, cela ne la dérange pas, il n'y a rien qu'elle ne puisse faire. Tout s'arrangera pour elle, elle s'en sortira. Au moins, elle devrait le faire. Pour le bien de la famille, pour le bien de Cana. Toutefois, si rien ne fonctionne, elle n'aura pas d'autre choix. Astina regarda devant elle. Si les choses tournent mal, elle devra tuer le duc. C'est la seule issue à la situation qui apportera un soulagement à l'homme devenu une bête. Il est cependant trop tôt pour en parler maintenant. Il faisait déjà jour dehors. Les premiers rayons du soleil tombèrent sur le sol et illuminaient le luxueux manoir. Oliver parcourut le couloir lumineux. Il allait à Astina et pensait qu'il devrait s'occuper de tout. Ce sera pire si la fille s'enfuit, mais c'est possible, et cela vaut la peine de le prévoir. Il a frappé à sa porte. La réponse est le silence. Peut-être qu'elle dormait encore, pensa le majordome. Mais Astina s'est réveillée il y a longtemps et s'est retrouvée derrière Oliver. Elle a demandé ce qui s'était passé. Une telle apparence l'a surpris. La fille était toute en sueur. Oliver ne pouvait pas croire qu'elle revenait tout juste de l'entraînement. À une heure si matinale. C'était étrange pour une fille de son statut. Astina remarqua une enveloppe entre les mains du majordome. Elle pensait qu'il s'agissait d'un contrat de mariage, mais il était trop tôt pour cela. Elle prit le document entre ses mains et dit en souriant qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un mariage aussi rapide. Mais quand même, si tout va plus vite, ce sera mieux pour elle. Astina était assise dans sa chambre. Il y avait du thé sur la table. Elle a lu attentivement l'accord. Au-dessus d'elle, Oliver attendait avec impatience une réponse. Il pensait à cette fille. Elle était définitivement différente des autres, car elle s'entraînait très tôt, parlait fort et était si intelligente. C'est un phénomène rare, et cela l'a surpris et même effrayé. Therion Vanatalenta, a déclaré Astina, le nom de son premier mari. Elle tenait toujours l'enveloppe dans ses mains et lisait. Je me suis surpris à penser que ce nom ressemblait beaucoup à Théodore. J'ai aussi remarqué que les signatures sur l'accord étaient remplacées par un sceau. Cependant, Oliver a répondu qu'elle avait juste besoin de mettre sa signature en bas. Le duc n'était pas en état d'apposer sa signature, alors le majordome a dit qu'il espérait que la jeune fille comprendrait au sujet des sceaux. Pendant que le majordome parlait, Astina avait déjà réussi à signer. Il fut de nouveau surpris par une telle vitesse. Il a attiré l'attention sur l'écriture régulière et élégante. Astine but calmement son thé. Il ne semblait même pas qu'elle ait été vendue à un monstre, pensa Oliver. Tout cela est étrange. Après-midi, alors que le soleil était déjà levé, Astine a été présentée à Rebecca Palette. Cette femme était censée aider à planifier le mariage. Astine s'est assise en face et a dit qu'elle n'était pas très douée, alors elle demande à la baronne de lui apprendre tout ce qu'elle sait elle-même. La femme hocha la tête. Astine pensa au fait qu'elle avait déjà pris le nom de famille d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant et qu'elle passerait sa première nuit de noces avec lui aujourd'hui. C'est marrant. Cana serait en train de pleurer maintenant. Ces pensées furent interrompues par la baronne. Elle a dit qu'elle voulait aborder un sujet important, mais qu'elle avait peur de blesser les sentiments d'Astina. Mais elle a répondu que tout allait bien et qu'elle était prête à écouter. La femme dit sérieusement que surtout le duc était maintenant dans un corps de loup. Au moins, il lui ressemble. Par conséquent, il est fort probable que la première nuit, ils seront à peu près dans cet état.